Frédéric est un amoureux de belles voitures. Mais ce restaurateur de 32 ans va devoir se séparer de son coupé sport. Sa femme Isabelle est enceinte. Ça va? Bien et toi? Il a donc besoin d'un modèle familial. Un 4x4 qu'il a déjà repéré sur le marché de l'occasion. On va commencer par les Qashqai. Il y avait celui-ci. Quelle couleur? Blanc. T'as d'autres couleurs? Noir ou... Ouais, après il y a le gris, moi que j'aime bien quand même. Tiguan. Mais avant tout cela, il y a une étape incontournable. Pas mal, ouais. La condition, c'est déjà revendre l'ancienne voiture, forcément, pour avoir l'argent pour racheter la prochaine. Donc on regarde un peu Internet, combien ça se vend, s'il y en a beaucoup, si les annonces restent longtemps. Et puis un jour, on se décide, on met l'annonce, on fait les photos, on brique la voiture et on la met en ligne. Depuis un mois, toujours rien. Les seuls appels qu'il a reçus sont totalement fantaisistes. Il y a eu une personne qui me proposait d'échanger ma voiture contre sa moto. Voilà. J'ai pas le permis moto, donc clairement ça allait pas trop me servir. Ou alors après on a des personnes pareil qui nous demandaient s'ils pouvaient me payer en billets de 5 et tickets restaurant. Parce que voilà, il tenait une sandwicherie et du coup il avait que ça. Comme Frédéric et Isabelle, 6 millions de Français changent de voiture chaque année. Au minimum, c'est une débauche de temps. Et souvent, un vrai parcours du combattant qui peut virer au cauchemar. Car pour faire baisser la facture, les Français plébiscitent l'occasion. 5 millions de véhicules se vendent chaque année, contre à peine 1 million pour le neuf. Le gros du marché se fait entre particuliers, souvent sur Internet. Comment vendre et acheter au meilleur prix? Comment éviter les arnaques? La vache. Quelles sont les nouvelles solutions pour détecter les vices cachés? Vous n'avez pas l'aile avant gauche qui a été repeinte? Coach ou enchère, il existe des bons plans. 200, 300, 400, 500, 6, chacune. Changer sa voiture est un virage dangereux. Enquête dans l'étrange mécanique du marché de l'occasion. Qu'on veuille acheter ou vendre sa voiture d'occasion, le premier réflexe, c'est souvent de passer par l'acteur historique du marché, la centrale des particuliers. Une institution qui, 40 ans après sa naissance, a toujours ses bureaux à Paris. Au départ, c'était un simple journal papier. Ici, nous avons le premier numéro, qui était presque une feuille de chou, comme on peut appeler ça à l'époque, et puis rapidement des numéros noirs et blancs aussi, avec un petit peu de couleur qui est venu se poser, mais quelques pages, simplement. On partait de l'Île-de-France au début avec 3000 véhicules, aujourd'hui 300 000 véhicules, donc on voit le chemin qui a été parcouru pour une marque comme celle-ci. 300 000 véhicules à la vente en permanence. Tout est parti d'une idée simple. Regrouper les annonces des particuliers sur un seul support. Avant la centrale, cela n'existait pas. On n'avait pas de moyens, tout simplement, pour, en dehors de la petite affichette qu'on mettait sur sa voiture ou de la déposer un dimanche matin aux abords d'une nationale, on n'avait pas de moyens de publiciser, d'annoncer son véhicule et de le montrer à un grand public. Donc là, c'était la première fois qu'on avait un moyen de communication où on rassemblait dans un endroit spécialisé des annonces et qu'on pouvait structurer, c'est-à-dire par région et par marque et par modèle de véhicule. Dans les années 70, le marché de l'occasion entre particuliers restait confidentiel. Mais aujourd'hui, c'est le gros des ventes. 5 millions de véhicules s'échangent tous les ans. La plupart du temps via Internet. Un virage engagé très tôt par le journal. L'explosion d'Internet a permis de ramener sur le site un nombre colossal d'acheteurs, puisque les technologies facilitent énormément la recherche d'un véhicule d'occasion. On peut rechercher un véhicule par son prix, son poids éventuellement, sa couleur, son équipement. Donc tout ça était impossible avant l'arrivée d'Internet. Avec 10 000 nouvelles annonces par jour et une croissance de 15% par an, la centrale se présente comme la référence sur le marché. Le patron insiste sur le sérieux du site. Ainsi, pour vendre son véhicule, il faut montrer patte blanche.
Si vous voulez mettre en vente un véhicule sur le site, vous n'avez pas d'autre choix que de fournir votre carte grise. Ce numéro, c'est le numéro de série du véhicule que nous allons devoir saisir, les 3 derniers chiffres, pour valider la saisie de votre annonce. Le site de la centrale est directement relié aux bases de données des préfectures et nous remontons en temps réel les informations du véhicule correspondant et vérifions que vous êtes bien le propriétaire qui dispose du véhicule. Ce sérieux affiché n'est pas forcément d'une grande aide pour le particulier. Comment s'y retrouver dans ce maquis d'options, de versions, de motorisations? 10 000 modèles différents sortent chaque année. Une véritable jungle qui a donné des idées à certains. Thomas Farin est un nouveau genre d'expert. Ce matin, il a rendez-vous avec Frédéric et Isabelle. Thomas Farin. Fred. Bonjour. Bonjour. Isa. Il veut leur proposer ses services, les aider à vendre enfin leur coupé sport. Merci. Allez, Son métier, coach en automobile. L'idée, c'est de vraiment tout gérer pour vous, que ce soit la vente comme l'achat. Pour convaincre le couple, il fait valoir sa bonne connaissance des voitures et leur promet de trouver la perle rare. Et concrètement, vous êtes capable d'ouvrir le capot, de regarder techniquement. Mais complètement. Quand on parle de la clim, vous avez l'œil pour voir tout ça. Ah bah de toute façon, la clim, c'est assez simple. Si la clim ne fonctionne pas, on part pas à se dire c'est juste une recharge. On engage entre guillemets le vendeur à revoir ça avant la vente. D'accord. Parce que ça peut être une opération à 100 € comme à 800. Moi, le visuel, une rayure, une aile froissée, je vais le voir. Maintenant, le petit bruit du compresseur, de la clim, le petit point technique, moi là-dessus, j'ouvre le capot, je fais ouais, joli le moteur, mais je suis pas capable et à même de dire ça, il y a un dysfonctionnement ici ou là. Thomas accepte de vendre leur ancienne voiture, mais à une condition, prendre en charge l'achat de la nouvelle. C'est là-dessus qu'il se rémunère. Il empoche environ 5% de son prix. Le couple a prévu d'acheter une voiture à 20 000 €. Thomas touchera donc 1 000 €. À première vue comme ça, on peut peut-être se dire ouais, c'est cher pour une voiture d'occasion. Maintenant, vous discutez 5 minutes avec Thomas et on se rend compte que c'est pas de l'argent perdu. Puis c'est souvent un coût d'ailleurs qu'on arrive à rentabiliser dans le montant de la voiture. Parce que notre job, c'est aussi de négocier le montant de la voiture. Et on sait tous que sur une voiture de 20 000 €, on peut arriver à négocier avec quelques bons arguments 1 000 €. Quand on cherche un appartement, on prend une agence. Et ben finalement, SCA Qualité, c'est une agence. Je donne mes clés de voiture serein et je m'en occupe pas, quoi. Donc c'est parfait pour moi. Merci en tout cas. Merci Thomas. À très vite. Et puis je vous laisse les clés et papiers. Okay. Et puis à très vite au téléphone ou par mail. C'est parfait. Au revoir. Merci. La première mission de Thomas, c'est de mettre en valeur la voiture de Frédéric et Isabelle. Il veut lui donner toutes les chances d'être vendue. J'aime pas rouler dans des voitures sales, donc à la limite, les clients en profitent aussi. Mais cela ne veut pas dire qu'il cherche à masquer ses défauts. Bien au contraire. L'idée, c'est de faire plusieurs photos de plusieurs angles, avec des coins plutôt sympas. Et après, au contraire, de leur présenter des photos qui s'avancent plus dans le détail de l'état d'usage de la voiture, qui dispose de quelques défauts, c'est logique, c'est une voiture d'occasion. De retour au bureau, Thomas met la voiture en vente sur Internet. Sur la centrale, bien sûr, mais pas seulement. Les sites de vente de voitures d'occasion fleurissent sur la toile. Il y en a des dizaines, plus ou moins fréquentés. Mais depuis quelque temps, l'un d'eux est en train d'écraser la concurrence. C'est Le Bon Coin. Le roi des ventes entre particuliers. Sur le site, on trouve tous les produits, même les plus improbables. Et de plus en plus de voitures. Antoine Joutot, son directeur général, va nous montrer à quel point son site domine le marché de l'annonce automobile. On s'installe. Donc là, on voit l'évolution du marché en général et l'impact qu'a eu Le Bon Coin
sur le marché en particulier. Regardez un site régional comme Ouest France qui a plus de 60 000 voitures. On peut voir un site comme Autoréflexe, Anon Jaune ou Autoscout qui ont entre 80 000 et 100 000 voitures. Le Bon Coin est assez nettement devant la plupart des sites spécialisés dans l'automobile. Le Bon Coin offre 3 fois plus d'annonces auto que la centrale. 40 000 nouveaux véhicules sont mis en ligne chaque jour. Ce qui fait le succès du site, c'est un argument imparable, la gratuité des annonces. Le Bon Coin, c'est un site qui est pensé comme un grand vide-grenier, et une brocante. Et c'est une navigation très, on va dire, très lèche-vitrine au départ. Et puis un jour, quand vous en avez besoin, vous dites « Ah bah oui, c'est vrai, il faut que je vende ma Clio. » Je le fais et je le prends 2 minutes. Et c'est parce que j'y suis déjà et que je l'utilise régulièrement. Et c'est ça la puissance. Arrivé discrètement sur le marché il y a 7 ans, le sympathique vide-grenier virtuel recèle une part d'ombre dont la presse commence à se faire écho. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur Internet. On y parle d'arnaque, de fausses annonces, de vendeurs fantômes. Les ventes sur Internet sont devenues le terrain de prédilection des escrocs. À tel point que dans certains départements, comme ici en Isère, là, il n'y a pas l'air d'avoir. Les gendarmes passent de plus en plus de temps à traquer leurs arnaques. De toute façon, comme toute escroquerie sur Internet, actuellement, c'est une explosion. Hein. On estime même sur l'Isère, ils estiment, escroquerie en général, hein, Internet, une augmentation de 20% depuis le début d'année. Kilométrage trafiqué, paiement avec un faux chèque, demande d'acompte pour un véhicule qui n'existe pas, l'automobile fait aussi rêver les escrocs. Et les préjudices s'élèvent parfois à plusieurs milliers d'euros. La pratique la plus courante en ce moment, ce sont les mails comme celui-ci. Un acheteur se dit très intéressé par une Fiat 500. Donc on constate qu'il est très poli, donc il dit qu'il est à l'étranger, voilà. Là on a déjà des éléments qui nous disent que faire attention. Voilà, il dit qu'il enverra l'argent par mandat. Donc là déjà on se dit attention, mandat, Western Union, c'est à bannir, hein, c'est à bannir de tout ce qui est achat sur Internet. Et enfin en plus on voit un numéro de téléphone avec un indicatif en 00225, c'est la Côte d'Ivoire. Donc là, on sent que c'est un escroc qui essaye d'acheter le véhicule, quoi. On sait que ça ne va pas aboutir. Derrière ce type de mail se cachent souvent des entourloupes incroyables. Avant même d'acheter la voiture, les escrocs demandent le règlement de frais de transport ou de douane. Leur but, soutirer de l'argent en vous faisant miroiter une vente rapide. La ficelle est un peu grosse et pourtant ça marche. Sur Internet, on est souvent beaucoup moins méfiant que dans la vraie vie. Dans le cas des échanges par mail, si on commence à vous demander des frais inhérents au transport, aux douanes, au blocage, déblocage d'argent, on arrête toute transaction. C'est une escroquerie à coup sûr. Ensuite, ne jamais payer en mandat cash, ne jamais payer en Western Union. Il ne faut jamais se rendre à un rendez-vous en étant tout seul. Il faut toujours aller avec quelqu'un. Il ne faut jamais accepter des rendez-vous dans des lieux un peu isolés, aller dans des lieux fréquentés. Ne jamais laisser la personne seule avec le véhicule ou avec les clés du véhicule. Impossible pour les gendarmes d'enrayer ce phénomène. Avec son million d'annonces automobiles, Le Bon Coin attire bien sûr les fraudeurs. Officiellement, le géant des ventes entre particuliers contrôlerait ces annonces. Mais les contrôleurs ne travaillent pas dans ces bureaux, mais à 2500 km de Paris, dans un endroit où d'habitude on se prélasse en vacances. À Malte. Lille héberge une entreprise sous-traitante du Bon Coin, BCDO. Cette société emploie 150 travailleurs et étudiants français pour contrôler les annonces. Sous couvert d'anonymat, l'un d'entre eux nous raconte comment elles sont réellement vérifiées. Il faut faire 16 pages de 16 annonces par heure à peu près. Du coup, sur certaines annonces un peu compliquées, c'est toujours dur de déceler la fraude. Et ça, c'était faisable, ces 16 pages de 16 annonces par heure?
Oui, mais bon, après, ça vient petit à petit avec les réflexes, tout ça, on est robotisé de toute manière. Et vous y connaissiez en véhicule? Pas du tout. 256 annonces par heure. Toutes sont donc traitées, mais à entendre le modérateur, le contrôle ne semble pas très fiable. Pour s'en rendre compte, nous avons fait un test. Nous avons rédigé une fausse annonce pour cette Mini Cooper, un modèle très prisé. Première surprise, la carte grise et le numéro de série ne sont pas demandés. Un peu plus loin, nous glissons quelques énormités. Une date de mise en circulation impossible. En 2000, ce modèle n'existait pas. Un kilométrage très faible. Une série d'options imaginaires. Tout cela à un prix anormalement bas. 3 quarts d'heure plus tard, l'annonce est validée et mise en ligne. Sur quoi on vous demandait d'être le plus vigilant? Ils étaient très exigeants en ce qui concerne les fraudes vraiment voyantes. C'est-à-dire des photos tirées d'autres magazines, enfin voilà, des trucs complètement flagrants. Et ensuite, non, après il y avait des fraudes qu'on ne pouvait pas déceler. Il y a des annonces tout à fait normales par des personnes très intelligentes qui savent faire des annonces pour pas qu'on voit qu'il y ait une fraude derrière. Et voilà, et du coup c'est celle-ci qui était dénoncée par l'internaute et non par le modérateur. De fait, ce n'est pas le modérateur, mais les internautes eux-mêmes qui s'interrogent sur le sérieux de notre annonce. N'y a-t-il pas une erreur dans le kilométrage? C'est peut-être pour cela que notre annonce a été supprimée 48 heures après sa mise en ligne. Il doit y avoir une erreur dans l'annonce. Les modérateurs ne sont donc pas des contrôleurs. Et le directeur général du Bon Coin reconnaît son impuissance. On décline toute responsabilité, on est un hébergeur. On fournit les outils, on est gratuit. On a des coûts de modération immenses. C'est-à-dire qu'on a quand même 150 modérateurs qui relisent toute l'année toutes les annonces qui paraissent. Donc on a des moyens importants, on a des algorithmes extrêmement puissants développés par des ingénieurs qui sont là pour appuyer la modération. Et ensuite, c'est aux acheteurs et aux vendeurs, aux particuliers et aux professionnels, de faire preuve de vigilance, mais de ne pas être paranoïaque. Pour éviter les particuliers mal intentionnés, la meilleure garantie, c'est de s'adresser à un professionnel. Mais cela ne suffit pas pour éviter tous les risques. Édouard en sait quelque chose. L'an passé, ce menuisier cherche un petit utilitaire pour transporter du matériel. Il se décide finalement pour un modèle d'occasion à 4 300 €. Le vendeur est un garagiste de Strasbourg. Le professionnel est tenu quand même de garantir un certain état minimum, ne serait-ce que par rapport au contrôle technique. Quand on n'est pas connaisseur comme moi, je préférais m'adresser à un professionnel. Et sur ce coup-là, j'ai eu tort, visiblement. Dès l'achat, au départ du garage, les ennuis commencent. Au bout de 2 heures, même pas 200 km de trajet, un voyant qui s'allume, le moteur qui s'étouffe, je me retrouve en rade sur l'autoroute, tout simplement. Le garagiste qui le dépanne décèle un filtre à gasoil non remplacé. La première panne d'une longue série. Les freins et l'embrayage sont usés, le pot d'échappement rouillé et la batterie hors service. Pour un véhicule que j'ai acheté 4 300 €, en un mois, j'en avais à peu près déjà pour 1 000 € de plus. Les galères ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, la voiture d'Édouard est immobilisée au garage. Car son moteur est franchement enrhumé. Vache. Voilà au démarrage ce qui se passe avec une voiture dont le turbo est cassé. Puisque le principe du turbo, c'est de recycler les gaz d'échappement. Et forcément, quand les gaz ne vont plus dans le circuit normal, on a un excédent de gaz à la sortie. Donc à ne pas faire, surtout dans un garage fermé. Comment cette voiture a-t-elle pu être vendue par un professionnel? Nous l'avons emmenée chez un garagiste de la marque. Et nous avons demandé à un expert automobile assermenté de nous donner son avis. Il va nous confirmer que la voiture d'Édouard est vraiment malade. Normalement, le bout de la boîte à air, tout ça, ça devrait quand même pas... Je devrais pas l'enlever comme si j'étais sur un Lego.
On voit que le silencieux est quand même pas bien beau. Hein. Ça nous éclaire un peu sur le contrôle technique. Souvent pareil, le contrôleur, il n'hésite pas, si c'est un contrôleur un peu scrupuleux, d'informer l'utilisateur d'une corrosion. Enfin, parce que là, il faut 2 yeux pour s'en rendre compte. Ce qui a donc trompé Édouard, c'est ce fameux contrôle technique qui ne mentionne qu'une broutille, un simple feu à changer. Quand on regarde ça, on se dit ben, c'est parfait, le véhicule est impeccable, quoi, hein, mais malheureusement, c'est pas forcément le reflet de l'état réel du véhicule, en sachant que les contrôles techniques ils sont faits sans démontage et c'est simplement des contrôles visuels et des contrôles de freinage, de suspension. Et tant qu'on est dans les normes, eh bien, il n'y a rien d'écrit. Et là, on peut le dire qu'en voyant ça, que tout est nickel, mais voilà, c'est pas forcément le cas. L'expert veut faire jouer une garantie dont Édouard n'avait jamais entendu parler. Une garantie de 6 mois qui s'applique à tous les biens d'occasion vendus par un professionnel. Il rappelle donc le garagiste de Strasbourg. Voilà, on a un problème de turbo aujourd'hui là. Hein. En fait, c'est 3 mois la garantie légale. Pas 6 mois. Alors non, c'est la garantie contractuelle hein, que vous avez signée là sur le bon de commande. Mais maintenant, en tant que professionnel de l'automobile, vous avez une garantie légale de conformité qui commence 6 mois après la vente. Hein. Donc là, on est bien dans le cadre de cette garantie. Hein. Le collègue qui a vendu le véhicule, je pense que c'est lui qui a traité avec moi. Je sais pas. D'accord. Il revient de vacances jeudi. Jeudi. Apparemment, le garagiste cherche à gagner du temps. C'est vous rappeler en fin de semaine? Rappelez-moi vendredi. Vendredi. Voilà. Il ne faut jamais acheter un véhicule les yeux fermés. C'est clair qu'il y a des contrôles à faire. Demander des justificatifs d'entretien pour être sûr que le véhicule était révisé en temps et en heure, que tout aille bien dessus. Parce qu'un contrôle technique, on l'a vu, ça ne veut pas tout dire, quoi, hein. Même s'il est vierge, ça ne veut pas dire que le véhicule est impeccable. Même chez les professionnels, personne n'est à l'abri d'une mauvaise surprise. Près d'1 an après son achat, le garagiste n'a toujours pas réparé la voiture d'Édouard. L'alternative qui lui reste, c'est d'engager une procédure judiciaire. En attendant, c'est en vélo qu'il se déplace au quotidien. C'est pour éviter ce genre de désagrément que les particuliers font appel à des coachs, comme Thomas Farin que nous retrouvons. En 4 ans, il a déjà réalisé 200 transactions. Ce matin, il cherche le 4x4 d'Isabelle et Frédéric, le jeune couple qui attend un enfant. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle concernant un Qashqai que j'ai vu en vente sur Le Bon Coin. Visiblement, il n'est pas le seul sur ce marché. Et du coup, l'activité que vous avez, c'est une activité juste de revendeur ou de garage? Non, moi je suis consultant en automobile, je suis prestataire, hein, somme toute, je fais de l'aide à la vente, de l'aide à l'achat, je garantis le véhicule, je suis un indépendant professionnel, donc je suis ni un dépôt de vente, ni un garage, et encore moins un concessionnaire. Ok, d'accord, très bien. Merci, au revoir. T'as un confrère là? Oui, ça a été, c'est une bonne découverte. En même temps, le marché et ce service-là restent en pleine expansion, donc c'est logique que des structures se montent pour proposer un service similaire au mien. Le concurrent de Thomas connaît mal la voiture qu'il est chargé de vendre. Le coach a repéré une autre affaire chez un concessionnaire de la banlieue lyonnaise. Pour l'inspecter, Thomas sort sa petite bible personnelle. Une liste de 110 points de contrôle qu'il a lui-même définis. On va balayer la partie intérieure, les éléments carrosserie, la partie châssis avec freinage et pneumatique, et après différents contrôles généraux. Le premier point, le fonctionnement du klaxon. Rien n'échappe à son regard acéré. L'exemple type d'une voiture qui n'est pas très propre. On peut se poser certaines questions quant à l'entretien de la voiture. C'est un petit peu dommage quand on se déplace chez un concessionnaire de voir ça, surtout pour une voiture à un peu plus de 20 000 €. Le prix affiché est d'ailleurs supérieur de 700 € à celui de l'annonce. La voiture est retoquée. Bonjour. Thomas Farin. Enchanté, monsieur Lachour, vous allez bien? Ça va vous-même? Thomas espère avoir plus de chance avec une autre voiture. Allez-y, je vous en prie. Merci. Pardon. Vous allez voir, il fait plus frais dans le garage. Ah ouais, c'est un particulier qui la vend.
Sur le papier, elle est irréprochable, mais Thomas s'inquiète de la provenance du véhicule. Je vois que c'est une voiture qui est immatriculée... 68. Ouais, c'est pas un import? Ah non, pas du tout. Je suis parti l'acheter en Alsace. Oui. Et le mec, il l'a acheté apparemment à Volkswagen dans le Nord. D'accord. C'est pas une voiture allemande, enfin, elle vient pas d'Allemagne, ça c'est sûr et certain. D'accord. S'il insiste autant sur ce point, c'est qu'en Allemagne, la loi n'interdit pas de trafiquer les compteurs, contrairement à la France. Là, il y a des indications en allemand. Oui. Et du coup, c'est quand même étonnant en fait. Non, ça appartient pas au véhicule. D'accord. Ça appartient au magazine auto. Enfin, je sais pas, je crois pas que c'est au véhicule en fait. Je l'ai amené. Mais il me semble pas. De toute façon, on a les factures, on a tout, on verra bon, ça. On va regarder alors, pas de problème. Ok. Bon, on va pouvoir aller l'essayer et regarder à la lumière du jour les quelques détails. Pour une première étape, pour un premier essai routier, c'est déjà concluant. Il y a les amortisseurs qui soufflent un petit peu, mais ça c'est logique pour une voiture de 120 000 km. Moi, je suis confiant de mon véhicule. Je sais que bon, je peux avoir des petits détails, ça c'est clair. C'est une voiture d'occasion. Elle sort pas du concessionnaire. En garant la voiture, Thomas va encore tomber sur d'autres détails fâcheux. Il s'aperçoit qu'elle a peut-être été accidentée. Bah là, en fait, j'ai cette impression juste qu'il y a une espèce d'effet un peu peau d'orange, entre guillemets, qu'on peut apercevoir dans le relief. Il est possible que l'aile ait été repeinte, en fait. Bah, moi, quand je l'ai récupéré, j'ai pas eu l'ancien proprio, je sais pas. Non plus, donc, mais je pense pas, hein. Moi, ça m'a pas frappé. L'inspection continue, sous l'œil un peu étonné du vendeur. C'est vrai qu'on regarde pas ces détails-là. Si effectivement, faut regarder en bas parce que c'est un 4x4, etc., etc. Mais c'est bien. Moi aussi, j'apprends. Hein, on sait jamais si je rachète un autre véhicule ici. Enfin, voilà quoi. Je regarderai. À faire appel. Je vous appellerai, Thomas, bien sûr. Finalement, c'est dans le carnet d'entretien que Thomas découvre le plus gênant. Une longue période sans facture de révision. Et surtout, contrairement à l'annonce, la voiture n'est pas une première main. Le vendeur s'en sort avec une pirouette. J'ai rien noté, donc comme la plupart, je pense, des personnes qui vendent leur véhicule. Hein. Donc après... Sur cette voiture, la première zone d'ombre, c'est les entretiens, qui n'ont pas été précisés sur le carnet d'entretien. Donc à nous de rechercher les infos auprès du concessionnaire. La distribution n'a pas été remplacée, alors qu'elle est à prévoir, ou elle aurait dû même être remplacée il y a quelques temps. Après, il y a les pneus arrière qui commencent à être fatigués, les plaquettes arrière, le moteur de lève-vitre avant gauche qui également commence à fatiguer, le ciel de pavillon qui est troué. C'est tout ça qui me fait dire que non, ce ne sera pas cette voiture. Voilà le genre de déconvenu que les particuliers cherchent à éviter. En moyenne, Thomas met entre 3 et 6 semaines pour dénicher la bonne affaire. Pour Frédéric et Isabelle, les recherches du 4x4 sont toujours au point mort, faute d'acheteurs pour leur ancienne voiture. Acheter ou vendre entre particuliers est un parcours du combattant. Au moment de changer de voiture, il existe une solution bien plus simple. L'offre de reprise chez un concessionnaire. Le même professionnel rachète votre ancienne voiture et vous en vend une autre. Mais les Français boudent largement ce système. Nous avons voulu comprendre pourquoi. Notre Mini Cooper va nous aider à tester ces fameuses offres de reprise. Cette fois-ci, nous jouons la transparence. Kilométrage précis, révision régulière et quelques accros sur les pare-chocs avant et arrière. Entre particuliers, ce modèle s'échange autour de 11 500 €. En caméra cachée, nous avons voulu savoir à quel prix les professionnels nous la rachèteraient. Nous avons donc démarché 5 concessions de la région parisienne. J'ai une Mini là, que je cherche à savoir à peu près combien est-ce qu'on pourrait me la reprendre. D'accord, pour racheter une voiture. Éventuellement racheter une voiture, mais déjà avoir une idée de combien elle vaut. Donc là pour nous elle cote 7500. 7 500 €, une vraie douche froide. Chez les concurrents, c'est à peine mieux. En prix de reprise, on serait à 7 500. Avec le kilométrage, je peux monter à 8 000.
Moi, je peux vous la reprendre 8200 €. Moi, au vu des frais et de la coche, je la reprends 29 000. Surprise, le concessionnaire de la marque est le moins généreux. Je pense que je ne pourrais pas la reprendre au-dessus de 7005. Je suis obligé d'appeler mon responsable d'occasion qui lui détermine la vraie valeur. Donc je sais qu'il lui me dirait entre 7000 et 7005. Parce qu'en ce moment, on en a pas mal en stock. Par contre, moi, je sais qu'un produit comme le vôtre, je le vends à 10 000 € tous les jours. Ah oui, ça veut dire Voire 11 000. Mais elle bascule quand même. Ah oui, ouais, ça veut dire. Là, on a un garage. En résumé, les concessionnaires feraient 20 à 30% de bénéfices s'ils revendaient notre véhicule. S'ils font d'aussi belles marges, c'est qu'au moment de la reprise, ils ignorent délibérément le prix du marché. Ils se servent d'une autre cote, l'Argus. Comment ça se fait que la cote est aussi basse alors, la cote de l'Argus? C'est bizarre quand même. Lui, il se base pas sur la popularité du modèle. Il se base sur son prix d'achat, et puis en fonction de son kilométrage et de son année, elle perd, elle perd un peu d'argent, mais c'est un calcul qui se fait, c'est pas un calcul qui est fait en fonction de la cote d'amour du véhicule sur le marché, c'est vraiment, entre guillemets, au poids de la tôle, quoi. C'est la référence un peu, cote Argus. Nous, toutes nos tractations sont faites autour de l'Argus. Voilà, et puis c'est la seule cote officielle des professionnels. Pourquoi les offres de reprise de notre Mini Cooper sont-elles inférieures de 3 500 € en moyenne par rapport à son prix sur le marché de l'occasion? À l'Argus, elle est cotée 9 300 €. C'est ce prix dont se servent les professionnels pour négocier. Mais comment a-t-il été fixé? C'est une entreprise familiale, l'Argus justement, qui fait ce travail. Officiellement, le calcul est très compliqué. Mais dans les faits, c'est très simple. Votre voiture, c'est comme un ascenseur qui ne monte jamais. Tous les ans, elle est programmée pour descendre d'un étage. Alors, d'une manière générale et très théorique, un véhicule à première année décote de 25%. Et ensuite, chaque année supplémentaire, selon le modèle, selon la version, va être l'objet d'une décote entre 11 et 13% à peu près par année. Avec, quand le véhicule commence à vieillir à partir de 4-5 ans, une valeur qui va vraiment se poser et diminuer de façon moins importante. Pourquoi cette cote Argus est-elle si différente du prix du marché? Nous posons la question en montrant les offres de reprise pour notre petite voiture. Comme argument, tout de suite. Si je la vends à la cote Argus, je me fais avoir. Non, mais moi, je ne vous conseille pas de vendre une voiture à la cote Argus. Il n'y a aucune voiture qui est vendue à la cote Argus. Jamais, ça n'a jamais été le cas. La cote Argus, je le redis une fois, ça n'est pas un prix, c'est une valeur de référence autour de laquelle se fabrique un prix. Ce qui est vrai, c'est que la cote Argus, c'est, et ça a toujours été, une cote qui relève, enfin, qui observe, je dirais, la valeur plutôt de reprise des véhicules de particuliers par des professionnels et qui par construction, et je dirais à cause de de l'organisation et du fait que les professionnels ont besoin d'une marge et ont une entreprise et ont des frais et donc ils reprennent plus bas qu'un particulier. En clair, l'Argus est une référence bien commode pour les concessionnaires et leurs amis constructeurs. Du coup, les particuliers boudent l'Argus. À peine 35% d'entre eux vendent leur voiture à des professionnels. C'est pour tenter de fixer une cote plus juste pour les particuliers que deux dissidents de l'Argus viennent de créer Outou. Donc, c'est génial. T'as bien bossé, puisqu'on récupère directement toutes les coordonnées du véhicule. Ouais, regarde. Je pense que c'est intéressant. On pense que les acteurs professionnels comme les acteurs particuliers méritent d'avoir une cote qui soit partagée par l'ensemble des acteurs. Vous n'aurez pas d'un côté celui qui sait, utilisant des outils pour, et je vais le dire entre grosses guillemets, enfumer celui qui ne sait pas. Non, avec Outou, on a cette possibilité d'avoir tout le monde sur le même pied d'égalité au niveau de l'information du véhicule. Avec ces critères plus équitables, quelle serait la valeur officielle de notre petite voiture? Voilà, c'est une voiture particulière. On a dit c'est une Mini. Voilà, 12 227 €. 12 200 €. C'est 2 900 € de plus que l'Argus des professionnels. Les deux dissidents ont un autre projet. Avec cette cote, ils veulent créer un site de vente aux enchères. Le particulier, il attend surtout
qu'on lui fasse une proposition de reprise de sa voiture. Et donc c'est justement ce qu'on propose au marché en mettant à disposition des internautes un comparateur d'offres de reprise. En pratique, un particulier pourra proposer sa voiture à la vente sur le site d'Outou. Aux professionnels de faire ensuite des propositions de reprise. Le particulier n'aurait plus qu'à choisir la meilleure offre. Un marché idéal de la voiture d'occasion qui doit encore faire ses preuves. En attendant, nous avons fait un essai en déposant notre Mini Cooper sur le site. Une semaine plus tard, une proposition d'achat à 10 900 € est tombée, soit 3 400 € de plus que les offres de reprise de concessionnaires. Mais les enchères de voitures n'existent pas que sur Internet. Direction la Picardie, chez le leader français des enchères automobiles. Dans ce hangar, plusieurs centaines de véhicules attendent de trouver preneurs. Quelques rares familles et beaucoup de revendeurs venus des pays de l'Est ou du Maghreb. Ce matin, c'est Didier Lafarge, commissaire-priseur, qui officie. Un vieux routier des salles de vente. C'est l'univers de tous les lundis. Tous les lundis après-midi, la semaine à Drouot, le lundi ici, près à Sainte-Geneviève, près de Beauvais, au milieu de tous ces véhicules. Que ce soit des voitures, des tableaux, des pièces d'Extrême-Orient, des meubles, ça n'a aucune importance. Il y a d'abord quelque chose qu'il faut vendre. Là, j'y vais, là, vous voyez. Là. Oui, pour la vente des véhicules de tourisme. Et je crois que nous avons 300-400 lots, donc il va falloir tenir un certain rythme. On va commencer. Merci, messieurs. Ici, Didier est une vraie star. Voilà, alors vous êtes nombreux. N'hésitez pas à bien lever la main, au besoin à votre catalogue. Pour faire une bonne affaire, mieux vaut s'y connaître en voiture. Les véhicules proviennent des parcs usagés des loueurs et des entreprises. Impossible de les essayer. Seul le contrôle technique renseigne sur l'état des véhicules. 200, non, 6400 nous sommes. C'est pris. Adjugé à vous, jeune homme. 6400, nous passons le numéro 502. Cet après-midi, les 400 véhicules doivent partir en 3 heures. On commence tout de suite à 800, 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1800, 900, 2000, 100, 2100 là-haut, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 2007 à ma droite, pas au centre, pas à gauche, adjuge. Adjugé à monsieur ici, 2900. Il faut vendre. Il faut vendre. Voilà, il faut aller les chercher. Le numéro 203, c'est le Jumpy 2, 1 HDI 90. Avec ses 140 000 km au compteur, cet utilitaire année 2008 cote 5 600 € à l'Argus officiel. Mise à prix 4 800 €. Très beau contrôle, 4008. 9. 100. 5100 là-haut sur ma droite, j'adjuge à 5100. Adjugé. Tel un concessionnaire, ce jeune homme vient de faire une bonne affaire. Il a acheté cet utilitaire 500 € de moins que son prix Argus. On fait le tour des enchères, de loueurs, de marchands. Il faut tirer les bonnes affaires, c'est tout. C'est à moins 20% du marché. C'est intéressant ça? Ah bah oui, pour les enchères, maintenant ça fait 2 ans, ça flambe. Vous voyez, même les achats, les gens ils achètent, même les particuliers, ils achètent plus de voitures neuves. Ils achètent de plus en plus dans les enchères, c'est moins cher et voilà. Aujourd'hui, le montant total des ventes atteindra les 2 millions d'euros. Oui, il y a preneur, bien sûr qu'il y a preneur. En période de crise, les ventes aux enchères de voitures attirent de plus en plus de candidats. 11 000. L'an passé, les transactions ont progressé de 7%. 200, 300, 400, 500, 6, j'adjuge. Adjugé. Pour se procurer une voiture d'occasion à très bon prix, on peut aussi se rendre dans un garage solidaire. Ils sont de plus en plus nombreux en France. Comme ici, à Carhaix, en Centre-Bretagne. Mais pour cela, il faut remplir une condition,
avoir des revenus très faibles. Sylvain a perdu son travail. Il perçoit moins de 500 € par mois et n'a plus de voiture. Pour sortir de cette impasse, il fréquente ce petit garage pas tout à fait comme les autres. Une entreprise d'insertion qui répare des vieux véhicules, puis les loue ou les vend à prix modique. Je me demande si celle-là n'était pas à vendre aussi. Aujourd'hui, on est un peu dans le chien qui se mord la queue, c'est-à-dire que si on n'a pas le véhicule, on a du mal à trouver du travail. Si on n'a pas de travail, on a du mal à financer. Tout ça, c'est un petit peu, on tourne en rond. Et puis, bon, bah, c'est exceptionnel de pouvoir tomber sur des véhicules qui sont pas chers. Acheter une voiture pas chère, mais pas obligé d'acheter une poubelle, quoi. C'est ça en gros, quoi. Voilà. Sylvain a bien besoin d'une voiture pour aller chercher ses enfants en garde alternée. Didier Guichou, le chef d'atelier, en a peut-être une dans ses prix. Alors, je voulais voir la Golf ou la 106, enfin la 106 moins parce que c'est une essence. C'est une 206 société autrement? Bah non, parce que moi j'ai des enfants, il faut de quoi aller les chercher de temps en temps, quoi. Ce matin, Sylvain ne trouvera rien. S'il veut une voiture, il devra revenir. Ailleurs, c'est bien trop cher. Les grands garages ne s'embêtent plus à faire des voitures. Moins de 6-7 000 €, on n'en trouve pas dans les garages. Et pourtant, il y a un besoin, il y a une demande. Il y a un besoin, mais ils ne veulent pas. Je sais pas. Pour eux, c'est peut-être pas intéressant. Vendre des voitures à petit budget, c'est la mission d'Yves Morvan. Ce passionné de sport mécanique s'est lancé il y a 5 ans pour aider les gens en grande difficulté. Son idée, leur redonner goût au travail en leur apprenant un métier. Si on nous avait dit qu'on serait arrivé aujourd'hui à 20 salariés, réparer 700 véhicules dans l'année, en vendre une centaine, etc., monter un deuxième garage au bout de 5 ans, même dans les rêves les plus fous, jamais on n'aurait pensé à ça, quoi. Mais aussi la conjoncture économique a fait que malheureusement il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en difficulté. Donc évidemment se tournent vers le garage. Pour répondre à cette demande, il a fallu convaincre des partenaires capables de fournir des voitures à retaper. C'est chaud cette chaleur. Quand tu bouges ça va, mais dès que tu t'arrêtes après, waouh. Ce matin, Yves et Didier ont rendez-vous avec un concessionnaire local. Il a sélectionné 3 voitures, des reprises de particuliers dont il veut se débarrasser. 106. C'est bien que j'aime bien les 106. J'ai une 7.3, une 14 et 2 14. Les deux là? Ouais. C'est ça, ligne 9. 170 000 km, 180 et 176. Ça, c'est la ligne 9. Oui. Qu'est-ce que vous vérifiez là? Déjà, voir s'il y a un moteur dedans. C'est marchand, je sais jamais. Important, et le niveau d'huile. C'est déjà bon signe. Quelques rayures, hein? Oh, tout nous emmerde. Oh là là, tout est cassé. Il y en a peu à l'intérieur, regarde un peu. Bah oui, mais... C'est un siège, alors, tu mettras nous dessus. Combien c'est là? Celle-ci 1200 et l'autre 1000. La négociation s'annonce très serrée, car ces 3 véhicules nécessitent des réparations. C'est là, 1200, mais il y a 200 de trop. Et celle-là, il y en a combien de trop? Combien t'as dit celle-là? 1000. Ouais, celle-là, c'est raisonnable. Mais là, il y a 200 en trop. Habituellement, ces voitures bon marché partent directement vers les pays en développement. Les garagistes classiques n'en veulent pas, ils ne font pas assez de bénéfices. Si je ne leur vends pas à eux, je les vendrai à un casseur, entre guillemets, qui va les exporter, qui en tirera peut-être plus qu'eux. Et je les vendrai peut-être plus cher, je ne sais pas, je ne suis même pas sûr. Dans tous les cas, ils ne resteront pas dans le marché français. Et on ne va pas aider. On ne va pas aider les Français. À un moment donné, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'on veut? On veut aider les autres ou on veut nous aider, nous, Français? Parce que nous, on est tous Français moyens. Et demain, on peut changer de situation. Moi, j'en étais très proche. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Ces gens qui vont rouler avec la voiture, ils vont faire 2 ou 3 ans avec la voiture. Peut-être qu'ils vont retrouver un emploi, peut-être qu'ils vont se réinsérer. Et moi, je crois que c'est important, ces choses-là. Salut, bandit. Salut, voleur. Bon, à demain. Ouais. Yves et Didier repartent avec 3 voitures, qui feront sans doute le bonheur de 3 nouvelles familles. Le lendemain, au garage solidaire, Didier a rendez-vous avec un jeune couple et leur enfant. Tous les deux sont chômeurs et vivent du RSA.
Dans ces prix-là, si j'ai le 806, ça va autrement. C'est un peu gros, non? Il se verrait bien au volant de ce monospace, à moins de 2000 €. Combien de kilomètres elle a, celle-là? 262. Et c'est la ligne 9 turbodée. Increvable, ça. Ah bah oui. Allez, essayez. Mais par contre, il fait chaud. Bah ouais. Le petit est déjà comme à la maison. Ah, il y a de la place en plus. Il y a les yeux qui brillent. Alors? Oh bah c'est bon. Lui, ça a l'air de lui plaire en tout cas. Bon, c'est le petit qui décide, de toute façon. C'est toujours les enfants voilà, qui décident ici. C'est mieux. C'est mieux. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir une voiture, là? On se trouve dans un petit village loin de la ville. Et du coup, on a besoin d'une voiture pour se déplacer. Avec un petit garçon, une grossesse, le travail. Vraiment besoin de la voiture maintenant. C'est indispensable. Ouais, puis pour retrouver du travail et tout. Bah, c'est indispensable. Même s'il y a un crédit derrière à rembourser, c'est quand même une fierté parce que on sait que là, ça va durer longtemps. Et voilà, ah ouais, là on est enfin content, libre. on est je suis enfin libre. Alors, ça te plaît, Loulou? Hein, elle te plaît la voiture? Eh bien, cette voiture n'est plus vraiment à la mode. Elle a beaucoup de kilomètres, mais elle va changer leur vie. Je me sens grande, en plus je suis une petite bonne femme dans une grande voiture. C'est ce qu'elle voulait. C'est parfait. C'est ce que tu voulais, toi. Plus personne ne va m'embêter sur la route, je suis grande. En milieu rural, la voiture reste indispensable. En ville, certains ont désormais la possibilité de s'en passer. En moyenne, posséder son véhicule coûte 6 000 € par an. Il y a un moyen de payer 2 ou 3 fois moins cher. Vous connaissez peut-être les Autolib, ces voitures électriques en libre service en région parisienne. Ces concepts d'autopartage ou de covoiturage sont en train de faire école un peu partout en France, comme ici, à Grenoble. Depuis 2 ans, Sylvain Gabarou s'est débarrassé de sa voiture. Sauf que ce matin, il en aurait bien besoin. Alors là, je vais planter des arbustes pour me faire une petite haie pour éviter d'avoir un vis-à-vis avec l'appartement d'en face. Et donc, du coup, pour des plantes, moi, j'ai pas de voiture. Du coup, j'en ai besoin d'une parce que là, c'est trop gros, ça tiendra pas sur mon vélo. Pour trouver un véhicule, il se rend sur un site d'autopartage. Pas besoin de payer un abonnement, il suffit d'être inscrit. C'est le cas de Sylvain. Alors, pour faire une réservation, je vais sur le site de Citélib. Donc moi j'habite près de la gare ici, donc vous voyez là il y a plein de voitures qui sont dispo à moins de 500 mètres et puis il y en a d'autres voilà, un peu partout. Et finalement toutes celles qui sont affichées là, je les ai en moins de 10 minutes de vélo, donc très accessible. En fait, c'est un système de location très souple. Berline ou utilitaire, tous les modèles sont disponibles et répartis un peu partout en ville. On peut les réserver pour un quart d'heure ou plusieurs jours. La plupart des modèles ne sont pas électriques, ils permettent de faire de longues distances. Une autre manière de consommer l'automobile. Moi, j'en arrive à un point où je me dis, est-ce que j'ai besoin de ma voiture? Est-ce que j'ai besoin de ci? Est-ce que j'ai besoin de ça? Des questions qu'on se pose plus forcément. C'est tellement automatique dans l'esprit des gens d'avoir une voiture. Et typiquement, depuis que j'en ai plus, mon entourage me dit à chaque fois, ah bah oui, mais toi, t'es pas véhiculé, t'as pas de voiture. Mais non, moi, je suis véhiculé. J'ai toutes les voitures de l'autopartage, j'ai un vélo, j'ai le transport en commun. Je suis véhiculé. Et là, justement, ça touche tout à fait sur le point sensible des mentalités. C'est-à-dire que du coup, on pense la voiture complètement autrement. Celle qu'il a réservée est garée à 2 pas de chez lui. À Grenoble, une 60aine de véhicules sont disponibles. Là, je vais attacher mon vélo parce que maintenant, je vais troquer le vélo contre la voiture. Donc je vais prendre cette voiture, Citélib. Pour ouvrir la voiture, Sylvain utilise une carte magnétique qui donne accès à toutes les voitures du réseau. Et c'est cette carte. Donc là, vous voyez, il y a un petit boîtier ici. Je passe là. Voilà, je peux ouvrir la voiture. Je vais enlever les accessoires de vélo, c'est plus la peine. Hop. Voilà. Et donc là, il y a un petit boîtier. Donc elle va me demander mon code PIN. Voilà, et maintenant je peux récupérer la clé. Et voilà, maintenant j'ai la clé, je me sers de la voiture comme d'une voiture normale. C'est une grosse voiture. Tac, et à gauche. Du coup, vous avez perdu un peu l'habitude de conduire? Oui, j'en ai clignoté. Oui, j'ai un peu perdu l'habitude de conduire.
Le calcul des trajets en voiture change beaucoup avec l'autopartage parce que c'est un calcul tout compris. C'est-à-dire qu'il y a l'assurance, il y a l'entretien, il y a l'essence, il y a le parking, tout ça est compris dans le même prix. Et là, pour ce trajet, ça me coûte à peu près 22 € pour faire 3 heures de trajet, un peu moins de 20 km. En bon professeur de mathématiques, Sylvain a fait le calcul. Ce système ne lui coûte que 800 € par an. Avec son ancienne voiture, il dépensait plus de 2000 €. De sacrées économies. Je pense que c'est une double prise de conscience à la fois du vrai coût de notre voiture, que c'est un budget conséquent, qu'on pourrait faire autrement, et puis une prise de conscience aussi écologique parce que on voit bien qu'on a des bouchons partout, on a trop de voitures, de la pollution, changement climatique et compagnie. Et finalement, en se partageant la voiture à plusieurs, on peut s'y retrouver. Pour moi, c'est une solution d'avenir. Grâce à l'autopartage, Sylvain n'a plus de soucis de voiture. Parce qu'il a le choix, il met son argent ailleurs que dans l'essence ou les assurances. Cette solution écologique séduit de plus en plus de Français, même si cela déplaît sûrement aux marchands d'automobiles. Open the curtain, let the light in and fill your window pane. Wave at the people passing by. We're happy the summer come again. We're happy the summer come again. Down at the beach, children are swimming, trying to cool off the summer heat.